Mohamed Yassine, un étudiant à l'École nationale du commerce et gestion étrangère, quatrième année, filière logistique. Je suis ici avec mes collègues de la même promo. Nous travaillons sur le thème de la planification des besoins en capacité ou en capacité requirements planning. Sous l'encadrement de notre chef prof, M. Badr Abouzé. Alors je vous laisse la parole à vous présenter. D'accord, donc je m'appelle Zbach Mourad, donc je suis chef de projet usine, donc ingénieur d'état de l'école de l'INSEM, avec 2 ans d'expérience, donc sur lesquels j'ai occupé plusieurs postes en production, en gestion du flux, management de la performance, management des projets. En parlant sur la CRP, comment on peut définir la capacité à commerce planning, à votre avis? Alors donc au-delà de la définition classique, donc la CRP, donc comme son nom indique, nous ramène sur 3 dimensions. Il y a la capacité, requirements, c'est les exigences, et planning. Donc on a 3 dimensions. Première dimension, c'est la capacité, c'est la quantité de produits ou de services qu'on peut fournir, donc sur des périodes de données. Deuxièmement, c'est le requirements, donc c'est toutes les exigences. L'exigence que ce soit en normes, que ce soit en qualité. Et dernièrement, c'est le planning, donc c'est le dimension du temps. Quelle est l'utilité de cette capacité à requirements planning? Comment on peut l'utiliser par exemple? Alors pour comprendre l'utilité de CRP, donc il faut revenir un peu dans l'histoire, donc notamment la Première Guerre mondiale. Donc avant, donc on va dire les pays les plus forts étaient les pays qui ont plus de soldats, plus d'armes. Donc c'est comme ça, c'est une approche un peu quantitative pour détenir, pour faire la réussite. Pour faire la réussite, il y a une approche qui est un peu quantitative, c'est-à-dire combien de soldats j'ai, combien d'armées, combien d'avions, etc. Donc ça a amené à une guerre de production. Même après la Première Guerre mondiale, donc, il y avait l'apparition de ce qu'on appelle la CP, c'est capacité planning. Donc capacité planning, il y avait des inventions sur les moyens de production, l'apparition de la chaîne de production. Donc c'était une approche, volume, il faut faire plus de produits. Après, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, donc ça a changé. C'était un examen de tous les moyens de manufacturing, supply chain, management, mais aussi des façons de manager et de gouverner. Pourquoi il faut se mettre à la place, par exemple, de quelqu'un d'un des généraux par exemple de l'Allemagne, qui avait plusieurs fronts, plusieurs guerres. Une guerre à Stalingrad, par exemple, à 2600 km, une autre guerre en Normandie, par exemple, sud d'Europe. Et il avait des ressources limitées. Un nombre donné de soldats, un nombre donné d'avions, un nombre donné de l'arme. Donc, du coup, la distribution de ces ressources a montré la limite des méthodes qu'on utilisait avant, des approches qu'on utilisait avant. Par exemple, sur le supply chain management aussi, donc, il y avait une révolution supply chain management après la Deuxième Guerre mondiale. Il fallait penser comment on nourrit, comment on donne la nourriture à des soldats, par exemple à 200 000 soldats qui sont dispatchés dans toute l'Europe. Donc toi, en tant que responsable, par exemple, de l'armée française ou allemande, n'importe quel pays, c'est pas ça le sujet, mais c'est pour démontrer qu'il faut donner de la fourniture à des soldats dans des fronts, il faut donner de l'arme à ces gens-là. Voilà, donc ça a challengé et ça a révolutionné les notions de supply chain management. Mais aussi l'approche aussi technique et technologique. On sait tous que la guerre mondiale a été gagnée par une bombe nucléaire. C'est pas le nombre, c'est pas le nombre d'armées, c'est pas le nombre d'armes. Donc après la Deuxième Guerre mondiale, là où il y avait une notion de requirements qui s'ajoute au CP, donc ça devient CRP. Il faut aussi, il y a des exigences, il y a des milieux différents, il y a des technologies, des méthodes. Il n'y a pas que l'approche quantitative, mais plutôt aussi qualitative. Après aussi, si tu permets, avec la révolution de la technologie, donc il y a la production de masse, donc
il y a des sociétés, si on revient un peu au domaine manufacturier, il y a des sociétés qui faisaient avant, je vais dire 100 produits, par exemple sur l'industrie automobile. Avant, on ne faisait pas des grands chiffres par jour de voitures. Aujourd'hui, par exemple, on fait, ici au Maroc, on fait plus de 1300 véhicules par jour. Donc, tout ce changement fait qu'il faut bien gérer la capacité et les ressources. Monsieur Mbarak, pouvez-vous partager avec nous les principales étapes que vous suivez lors de la planification des capacités? D'accord, donc avant de parler des étapes, moi je vois que plutôt la CRP n'est pas en fait, une méthode carrée, c'est un mindset, c'est une façon de penser. Donc il faut toujours avoir ce réflexe de se projeter dans l'avenir pour savoir comment la demande des clients va évoluer et pour s'organiser mieux pour pouvoir répondre à cette demande. Donc c'est dans ce mindset-là qu'il faut être. Donc voilà, donc c'est dans cette approche-là, plutôt c'est pas une approche un peu académique, mais plutôt un réflexe, une façon de... Même dans la vie personnelle, il faut toujours se projeter pour bien se préparer, pour avoir le temps de bien préparer les ressources qu'on a. Après, pour répondre à la question, donc les étapes qu'on suit, généralement pour mesurer ou bien pour bien préparer la CRP, tout d'abord ça commence par la collecte des informations. Donc il faut à la fois avoir les prévisionnels des clients, mais aussi d'apprendre un peu de l'histoire, donc les patterns qu'on a eu par exemple l'année dernière. Il faut aussi apprendre de l'histoire et de voir le futur. Les autres données qu'il faut aussi collecter, c'est l'ouverture, c'est-à-dire le nombre de jours qu'on va travailler sur l'année, par exemple, les ressources, le nombre de ressources qu'on a, les produits, la diversité qu'on doit satisfaire, pour savoir aussi est-ce qu'on a, par exemple, besoin des opérations manuelles ou bien juste une production, on va dire, semi-automatique. Donc la première étape consiste à ça, à collecter les données. La deuxième étape, c'est de les visualiser. Donc c'est les courbes de charge. Donc une fois on a toutes les données, donc on commence à projeter notre capacité. C'est-à-dire combien je peux, c'est dans le temps, combien je peux produire de façon évolutive jusqu'à par exemple fin d'année. L'unité qu'on va utiliser, c'est par jour par exemple, combien de besoins par produit qu'il faut satisfaire. Donc après on regarde les deux courbes. Si on a un dépassement de charge, donc c'est un problème. Mais après la visualisation, donc il vient la partie d'où. Donc il faut interpréter ces graphes, comme j'ai dit. Et il faut surtout planifier c'est quoi les mesures qu'il faut faire. Par exemple, je peux avoir un pic de charge sur le mois de mars et par exemple le mois d'après j'ai pas assez de charge. Ou l'inverse, je peux avoir un mois soulagé et le mois prochain il y a plus de charge. Donc par exemple, je peux faire des paras, des prises d'avance. Je peux fabriquer le mois par exemple février pour anticiper quelques demandes du mois de mars. C'est un exemple. Aussi, il faut mesurer est-ce qu'on a besoin par exemple d'ajouter un deuxième chiffre, un troisième chiffre. Par exemple, il faut interpréter et il faut aussi faire un plan d'action pour qu'on puisse assurer qu'on peut répondre à la charge. Donc je rappelle que la CRP vient surtout pour répondre à cette question, c'est-à-dire combien je peux fabriquer et est-ce que j'ai la capacité, est-ce que ce que je vais fabriquer répond aux besoins des clients. Donc la dernière étape, c'est le check, c'est de faire après un suivi fréquentiel, hebdomadaire ou mensuel, donc pour suivre le planning des réalisations, pour aussi adapter les positions de livraison par rapport à chaque produit. L'amélioration continue aussi qu'il ne faut pas oublier, donc il faut toujours améliorer notre capacité de produire. Donc, quels sont les éléments clés à prendre en considération lors de ce processus? Alors, ce qu'il faut prendre en considération, bien sûr, c'est tous les éléments que j'ai cités, donc c'est la qualité de données qu'on collecte. Et aussi, donc, il faut surtout impliquer tous les services, par exemple la maintenance, la logistique. Il faut tout impliquer dans cette démarche, la qualité, parce que tous ces facteurs-là donc, influencent bien sûr la capacité. Ça peut réduire comme ça peut augmenter notre capacité de fabrication. Bonjour Monsieur Mbarak, je me présente, je m'appelle M. Hadi. C'est un plaisir de vous rencontrer d'abord. En parlant de la planification de capacité, vous avez mentionné l'importance de prendre des risques sur la qualité et le pilotage de la maintenance et la logistique et la qualité. À ce sujet, j'aimerais savoir, est-ce que vous auriez des conseils spécifiques à partager et des erreurs à éviter bien sûr? Bien sûr, donc parmi les conseils qu'on peut citer sur cet axe, donc, il y a le plan de dépannage. C'est très important. Le plan de dépannage, c'est-à-dire j'ai un produit que je fabrique sur une ligne, donc il faut qu'on travaille de telle sorte à pouvoir passer par exemple ce produit sur une autre ligne.
D'accord. Ça nous donne un peu de la flexibilité pour gérer des urgences de besoin. Et la facilité aussi. Voilà, donc après, la polyvalence des gens. Donc, il faut toujours monter en compétence les équipes, travailler sur la polyvalence pour, par exemple, éviter les sous-capacités qui sont liées, par exemple, à l'absence. Aussi pour améliorer le temps de cycle. Donc si on travaille sur la formation, donc on augmente la dextérité. Il faut aussi faire de benchmark. Donc, par exemple, j'ai une ligne, il faut savoir est-ce qu'il y a d'autres lignes pareilles comme moi, comment ils travaillent, donc copier c'est gagner. Donc si on peut voir, se comparer par rapport à d'autres, par exemple à d'autres lignes, ça va nous aider beaucoup. Quoi d'autre? Il y a parmi les risques sur lesquels il faut faire attention, c'est les évolutions des normes. Notamment les normes environnement, les normes qualité, les normes sécurité. Ça peut être un cas pour les producteurs de ne pas prendre par exemple une évolution qui touche à la sécurité ou à l'environnement. Par exemple, lorsqu'on va démarrer une nouvelle ligne, il faut s'assurer qu'on a bien tous les prérequis côté sécurité, côté environnement. Sinon, on ne va pas produire. Donc on peut avoir un logo de fabriquer sur cette ligne. Et ça met en péril les besoins des clients. Donc il y en a plusieurs. Il y a aussi la pilotage de maintenance pour ne pas subir, mais plutôt pour travailler dans l'anticipation, de ne pas avoir des pannes. Il faut travailler aussi le pilotage de maintenance, que ce soit les PMP, PMA, les mettre à dispo les PDR, etc. Je pense qu'il faut aussi s'intéresser à la gestion des compétences. Bien sûr, lorsqu'on parle de la polyvalence et l'amélioration de compétences, c'est le deuxième point qu'on a cité tout à l'heure. C'est crucial. C'est un facteur clé de la performance. En profondeur de ce sujet, il y a bien sûr des méthodes et des stratégies utilisées pour la planification des capacités pour bien sûr répondre à la demande des clients. Notamment, il y a l'axe stratégie, lead stratégie et match stratégie. J'aimerais savoir quelles sont les stratégies utilisées d'après votre expérience concernant la gestion des capacités. D'accord, donc pour moi, donc, il ne faut pas avoir une seule stratégie. Donc, il faut toujours avoir une stratégie situationnelle, hybride. Être flexible, bien sûr. Bien sûr, donc, parce que si on utilise une seule stratégie, donc ça peut marcher sur des cas, comme ça peut ne pas marcher sur d'autres cas. Ça dépend des situations. Bien sûr, donc par exemple, pour donner un exemple concret, nous, par rapport aux produits que j'ai gérés, sur par exemple 100 produits, on a des produits à forte consommation, on a des produits à consommation moyenne et on a des produits par exemple de faible consommation. Donc là, il faut adapter des stratégies pour chaque type de produit. Chaque type de produit, par exemple, sur le faible conso, donc on travaille la demande pour ne pas avoir un stock. Pour pour éviter le surstockage. Voilà, pour le surstockage et même le vieillissement, avec des problèmes de qualité par la suite. Et pour les gammes ou les références à consommation moyenne, donc on préfère, c'est la masse des gammes, ça représente les 2 tiers des gammes. Donc là, on préfère de travailler avec un mode qui est anti-erreur, je vais dire. Pour moi, c'est le combo. La meilleure façon de manager ça, c'est le combo. Et pour les références de forte cadence, on travaille souvent avec Just in Time. Bonjour Monsieur Mola, nous sommes heureux de vous avoir aujourd'hui. D'après votre expérience ou votre expertise dans ce domaine, pouvez nous parler sur comment mesurez-vous la planification de production ou la capacité de production? Alors, comment on mesure la capacité de production? Donc, tout d'abord, il faut différencier entre 2 choses. On a des indicateurs de résultats et des indicateurs de mesure. Pour les indicateurs de résultats, donc, on mesure souvent par le taux de service, c'est-à-dire comment je réponds à la demande des clients. C'est un indicateur qu'on utilise pour mesurer notre taux de service, mais il y a aussi le ratio entre notre capacité et le besoin. Donc ce pourcentage-là nous décrit comment nos lignes sont en charge. Donc, voilà, donc il faut être sur un intervalle à la fois challengeant, mais aussi qui évite d'avoir des sous-productions. Et deuxième type d'indicateur, c'est les indicateurs de mesure. Donc pratiquement, c'est tous les indicateurs qu'on utilise pour manager notre processus, parce que la qualité influence la capacité. Si par exemple j'ai une crise qualité, donc forcément j'aurai moins de capacité. Donc il y a ce qu'on appelle le rendement opérationnel aussi. Donc si j'ai une ligne qui fait par exemple 10 000 coups et moi je fais que 5 000 coups, donc c'est une capacité qui est perdue. Donc c'est pratique. Il y a aussi le taux d'absentéisme, le taux de polyvalence. Donc c'est tous ces indicateurs-là de mesure qu'on utilise pour mesurer la santé de notre process qu'il faut aussi mesurer
pour être sûr que notre capacité est toujours au bon niveau. Donc, la polyvalence des personnels. La polyvalence des personnels, c'est important pour ne pas avoir des sous-capacités, par exemple, qui sont liées, par exemple, à des absences, pour donner aussi des flexibilités pour gérer les congés. Donc, s'il y a des variations saisonnières ou des pics de demande, comment vous gérez cette situation avec la planification des capacités? Il faut avoir prévisionnel, donc il faut savoir la variation du besoin dans le futur, mais il faut aussi apprendre de dépasser. Par exemple, on peut constater sur une période donnée qu'on a un pic de charge pour un client bien déterminé. Donc là, ça nous donne des patterns, c'est des patterns pour anticiper ces pics. Aussi, on a ce qu'on appelle les PAVA, prise d'avance. Donc, lors de la variation des besoins, donc on peut anticiper des fabrications pour avoir un flux régulier de production. Mais bien sûr, il y a aussi d'autres piliers, par exemple l'overtime, c'est les heures sup, donc bien sûr dans la limite de la législation. Il y a les négociations avec les clients, par exemple, sur un pic donné, on peut négocier avec nos clients si on peut retarder, anticiper. Il y a le mode de transport. Des fois, je peux ne pas livrer le jour J, on livre J+1, mais avec un autre mode de transport, par exemple, accéléré. C'est pas préférable pour le coup, mais c'est aussi parmi les choses qu'on peut utiliser pour répondre à des variations saisonnières. Mais surtout, il faut faire de l'anticipation. Pour étudier le futur et le passé, donc, on a besoin de plusieurs indicateurs. Bien sûr, donc on a le futur, c'est les courbes de charge. On regarde les courbes de charge. Après, on regarde notre performance. Et aussi avec la variation des prévisions. Entre ce qui était prévu et ce qui était demandé réellement par la suite. Bonjour Monsieur Morin, premièrement Ramadan Karim. Avez-vous déjà rencontré des problèmes dans de surcapacité, sous-capacité dans votre carrière? Si oui, comment avez-vous les résolu? Donc plutôt de la sous-capacité. La surcapacité, donc c'est souvent pas beaucoup envisagé parce que si on utilise bien la CRP, ça évite d'avoir des problèmes de surcapacité. Donc surcapacité, c'est-à-dire je peux produire plus que la demande. Le cas inverse est souvent envisagé par les managers. C'est généralement lié par exemple à des pannes. Soit tu as une panne d'installation, soit un problème, une crise qualité par exemple sur un produit donné. Donc ça, pour gérer les sous-capacités, donc on passe à un mode, généralement mode renforcé, un mode task force. Là où on peut utiliser plus de leviers, à savoir de la sous-traitance, du stock sécurité par exemple. On peut utiliser le stock sécurité pour combler un peu les arrêts qu'on a. Donc tout ça on le dimensionne bien sûr par rapport à l'historique des pannes qu'on a. Il faut toujours apprendre du passé pour capitaliser, pour éviter les problèmes de prévisions. Bien sûr, pour faire de la projection. Monsieur Morin, vous êtes le chef de projet d'usine Line High Speed. Pouvez-vous nous parler de cette expérience? Chef de projet High Speed, c'est le poste que j'ai occupé avant, lors de démarrage. Aujourd'hui, la ligne est en série. Aujourd'hui, je suis chef de projet usine pour les nouveaux véhicules. Par exemple, parmi les projets qu'on a menés, le Dacia 300, Dacia New Ballet Identité, c'est le nouveau logo de Dacia. Donc, vous avez constaté le changement. La CRP, comme j'ai dit, la CRP, pour moi, c'est une façon de penser. Un mindset plutôt que une méthode académique. Dans la High Speed, la High Speed, premièrement, c'est une fierté parce qu'on a mené ce chantier malgré le contre-vent. C'était en pleine crise sanitaire, c'était en pleine crise économique, qu'on a pu, alhamdoulilah, démarrer à temps et avec des compétences locales. Donc ça, c'est parmi les fiertés, les expériences personnellement qui me touchent beaucoup. C'est qu'on a pu démarrer avec des compétences marocaines, un projet, une première ligne en Afrique avec cette technologie. Alors, pour répondre à la question de CRP, donc c'est tous les risques. Avant de démarrer ce projet, il faut à la fois regarder c'est quoi les capitalisations qu'il faut amener pour assurer une capacité répétable. Donc là, on a regardé par exemple les autres lignes pareilles de même technologie qui ont démarré. On a fait des benchmarks avec des lignes qui existent, qui ont démarré avant nous. Ça sur l'axe du benchmark. Après sur l'axe des main-d'œuvre, donc on a fait plus de 7000 heures de formation sur une nouvelle technologie pour assurer un démarrage et un ramp-up dans le temps.
Sur les outils, donc on a aussi amélioré beaucoup d'outils qu'on avait. On a appliqué des nouvelles technologies, des changements de fabrication qu'on a fait sur cette nouvelle ligne avec un tiers du temps par rapport à une ligne classique. Après aussi pour la planification des besoins en termes de pièces, donc on a fait nos cours de charge, à la fois par rapport à la capacité évolutive de notre ligne parce que c'était en plein démarrage, pour répondre aux besoins. Donc on a utilisé l'interdépannage pour combler là les périodes difficiles, les périodes sur lesquelles on avait des sous-capacités, mais aussi pour avoir en cas de problème, de panne, des backups à utiliser. Donc la CRP était présente, dominante dans tous les aspects de notre projet. Donc, je me présente, je m'appelle Dikran Zrak. Lorsqu'il s'agit de planifier efficacement et la production et la distribution pour répondre aux besoins de clients, deux concepts clés jouent un rôle crucial durant le processus, le lead time et le load profile. Donc, pouvez-vous nous donner l'importance de ces deux concepts en ce qui concerne le CRP? D'accord, donc pour mes notions, c'est les cours de charge. Les cours de charge, donc c'est le corps de la CRP. Donc, il faut visualiser, il faut voir est-ce qu'on dans le temps, sur par exemple 2 années, mois par mois, est-ce qu'il y a un pic de charge, est-ce qu'on sait répondre aux besoins de nos clients. Donc ça c'est l'autre profile, c'est la base. Après, tous les knowledge qu'on sort de ce load profile, donc on l'utilise pour définir nos plans d'action. Le lead time plutôt c'est une notion de flexibilité de notre process. Par exemple, si j'ai par exemple un écart d'inventaire, par exemple une référence avec 1000 pièces sur système alors que réellement j'ai 0 stock. Donc, si j'ai un système qui lean dans un lead time très rapide, ça me permet de répondre rapidement, de fabriquer rapidement et de combler ce besoin. Donc plutôt le lead time, moi je le vois personnellement comme un indicateur qui permet de mesurer la réactivité de notre processus. La CRP, plutôt, c'est la gouvernance de notre charge et de notre capacité. Donc, plutôt, c'est un indicateur d'expédition de taux de service, plus qu'un indicateur qui reflète notre charge. Donc, je vous dis merci d'avoir pris le temps de venir et merci infiniment de répondre à toutes nos questions. Merci, Et, avec grand plaisir. on est très enchantés. Merci beaucoup. Merci.